Bonjour, je suis Claire Bernadi, chargée de mission études socio-économiques sur la filière viticulture à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Je vais vous présenter le diagnostic agraire que j'ai effectué entre avril et décembre 2025 sur la moyenne vallée de l'Aude et en particulier sur le terroir de l'Orminervois, sur les communes de Capendu et de Marseillette et les communes aux environs et sur le Val de Dagne. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un diagnostic agraire? Donc, un diagnostic agraire, c'est une méthode scientifique qui a été développée par l'UFR d'agriculture comparée d'AgroParisTech. C'est une méthode qui va permettre de comprendre un territoire agricole. Donc, on va avoir trois grandes étapes. Tout d'abord, on va effectuer une analyse de paysage de notre territoire d'étude. Le but va être de comprendre et d'identifier les conditions pédoclimatiques. Donc ça peut être en utilisant des cartes géologiques, des cartes des sols, en allant sur le terrain. Identifier ensuite les types de production en fonction de la topographie et la végétation spontanée également. Euh, Ensuite, on va pouvoir comprendre les conditions socio-économiques de notre territoire via l'étude des chiffres du recensement agricole, en analysant les taux d'irrigation et l'urbanisation. Dans un deuxième temps, on va essayer de reconstituer l'histoire agricole de la zone. Le but va être de comprendre les différentes conditions dans lesquelles travaillent les agriculteurs et dans lesquelles ont travaillé dans le passé les agriculteurs. Ça peut être des changements techniques, un contexte de politique agricole particulier, des évolutions du marché et plus récemment, par exemple, le changement climatique. Euh, Enfin, dans un troisième temps, on va modéliser les systèmes de production qui sont actuellement sur le territoire. Euh, C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre et de modéliser la logique de fonctionnement technique des exploitations et la logique de fonctionnement économique. On va pour cela calculer des indicateurs économiques afin de pouvoir comparer les systèmes entre eux. Euh, voilà, donc on peut à l'origine s'aider de la bibliographie, notamment pour l'analyse de paysages ou encore pour l'étude de l'histoire agricole. La bibliographie via des enquêtes avec des conseillers ou des techniciens de différentes structures. Ça peut être de chambres d'agriculture, mais également par exemple de caves coopératives. Euh, Bien sûr, on va effectuer donc des enquêtes et des entretiens auprès des viticulteurs. Euh, Moi, j'ai effectué environ une trentaine d'enquêtes qui comprennent donc les enquêtes en exploitation et les enquêtes auprès des techniciens, des conseillers. Ça peut être également auprès de personnes de viticulteurs qui sont retraités, qui ont connu différentes époques et différents contextes socio-économiques. Et parmi ces 30 enquêtes, j'ai fait à peu près 20 entretiens technico-économiques approfondis en exploitation viticole. Approfondis, c'est-à-dire que ce sont des entretiens qui sont assez denses, qui sont assez longs et qui permettent de, de comprendre tout le fonctionnement de l'exploitation. Et donc, c'est des entretiens qui sont en moyenne d'une durée ça peut être 1 heure et demie, 2 heures, voire parfois 3 heures si l'exploitant a du temps devant lui. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'analyse du paysage que j'ai pu faire sur le territoire. Donc, déjà, pour localiser la zone d'étude, vous pouvez voir, c'est la zone qui est en rouge sur cette carte.
Pourquoi cette zone a été choisie? Tout simplement parce qu'on a une grande surface en IGP Pays d'Oc. On a la présence sur ce territoire de 2 AOP anciennes, que sont Minervois et Corbière, et on a la coexistence d'exploitations viticoles qui ont accès à l'eau et d'autres qui n'ont pas l'irrigation. Donc c'est assez intéressant en termes de diversité, de types, d'exploitation sur un même territoire. Hem au total, ce territoire regroupe 30 communes et environ 512 exploitations d'après le recensement général agricole de 2020. Donc la zone, elle est encadrée par les contreforts de la Montagne Noire au nord. À l'ouest, on a l'Aclamou et l'Orbiel sur le terroir de l'Or-Minervois plutôt. Et on a également, encore plus à l'ouest, la ville de Carcassonne. À l'est, on a la plaine irriguée de Rieux-Minervois, de la Redorte et les collines de Lézignan. Et au sud, le Val de Dagne, qui est une zone vallonnée, enfin pardon, une zone encaissée entre les Corbières occidentales à l'ouest et des collines plus basses à l'ouest qui séparent le Val de Dagne de la vallée de l'Orbieu. Euh, Donc, on a sur cette zone une grande diversité de topographie et de types de sols. Euh, Globalement, on a le bas minervois qui sont des collines de garrigues sèches. Donc, on a des zones qui sont plutôt des vignes cultivées en coteaux et également des bas-fonds dus à la topographie qui sont eux plutôt cultivés en IGP sur le terroir donc de l'or minervois, qui est compris dans le cercle noir que vous pouvez voir sur la carte. Euh, on a la vallée de l'Aude, donc qui est une zone où certaines cultures sont irriguées, enfin essentiellement de la vigne en général. On peut aussi trouver un peu d'olivier. Le versant nord de la montagne d'Alaric et le versant des deux versants nord et sud. Le versant nord, c'est le versant qui est cultivé en vigne, donc en coteaux. Et ensuite, dans le Val de Dagne au sud, on a une zone qui est plutôt une zone de plaine, qui est cultivée dans la plaine en IGP, et des coteaux autour sur les reliefs qui sont en AOC Corbière. Donc, la plaine de l'Aude. Donc, dans la plaine de l'Aude, on a un relief qui est entre 60 et 80 mètres, des parcelles qui sont relativement larges et planes, où la vigne est majoritaire. On a un petit peu de grande culture également, quelques vieux oliviers et des amandiers en bord de vigne, qui aujourd'hui ne sont plus exploités. Ça peut être observé dans le paysage. On a quelques parcelles d'oliviers ou d'amandiers qui sont actuellement en production, qu'on peut observer un peu dans la plaine, voire parfois un peu plus haut en altitude quand on s'approche de la montagne d'Alaric. Globalement, sur la plaine, le sol il est profond, sablonneux, à limono-sableux sur alluvions actuelles et récentes, et c'est un sol qui est calcaire. Donc, cette zone de la plaine de l'Aude, c'est une zone à fort potentiel agronomique de par sa topographie et ses types de sols et sa proximité avec le fleuve Aude. Globalement, dans la plaine irriguée, avant 2020, on pouvait avoir des rendements très élevés qui peuvent être autour de 90-120 hectolitres hectare. Et en 2025, on a eu une forte sécheresse qui a bien qui a bien fait diminuer les rendements qui peuvent varier bien sûr selon les taux d'irrigation sur chaque exploitation. Et dans la plaine qui est non irriguée, qui est en sec, avant 2020, on avait donc des rendements qui étaient un peu inférieurs, plutôt autour de 70-90 hectolitres hectare. Et en 2025, c'est des rendements qui ont beaucoup chuté, donc autour de 20-30 hectolitres hectare, voire parfois encore moins. Donc vous pouvez voir sur ces photos
la plaine de l'Aude. Donc la photo qui est à gauche, c'est une photo qui est prise sur la plaine depuis le château de Miramont, où on a une vue sur la plaine de Barbera et de Capendu. Donc on peut observer voilà, ces grandes étendues de vignes. On peut aussi voir des haies de cyprès, qui sont des arbres qui à l'origine sont présents dans la plaine et en général dans les zones, dans les différentes sous-zones de ce territoire, parce que c'est un arbre qui permet de protéger les cultures du vent, puisqu'on est sur une zone qui est assez ventée globalement. Et donc enfin, on peut voir sur la photo de droite qu'on a un système d'irrigation qui est au goutte à goutte euh, sur la zone de la plaine. Donc, dans la plaine de l'Aude, on a la spécificité de l'étang asséché de Marseillette, qui est, qui est une sous-zone en fait, qui est à cheval sur 6 communes, comme on peut voir sur la carte de gauche. C'est une zone plane qui a une altitude entre 50 et 55 mètres. Le système d'irrigation, enfin, cette zone est globalement cultivée en vigne, et le système d'irrigation est fait par submersion et par drainage des parcelles. L'irrigation est alimentée par un pompage qui est sur Aude, euh, et l'eau ensuite retourne à Aude par la rigole de l'étang au niveau de Puichéric, qui est ici juste à l'est. Donc, sur cette zone de l'étang asséché de Marseillette, on a un sol qui est argilo-limoneux salé, avec des taux de sel qui sont variables selon les parcelles. Euh, la profondeur, c'est un sol qui est profond, d'environ 120 cm sur des colluvions et des alluvions. Donc c'est un sol qui a un très bon potentiel agronomique quand il y a submersion, donc quand il y a irrigation par submersion sur ces parcelles. On peut arriver à des rendements jusqu'à 90-120 hectolitres hectares sans souci. Globalement, enfin, on a sur tous les temps seulement de l'IGP ou du vin de France, mais pas d'AOP. Euh, le système d'irrigation est assez ancien et donc on a tout un système avec des canaux, comme on peut voir sur la photo de gauche, qui présente une parcelle de vigne submergée dans l'étang en avril 2025. Sur la droite, pardon, vous pouvez voir des pommiers qui sont irrigués au goutte à goutte. Euh, la vigne est irriguée par submersion, mais les pommiers également sont irrigués par submersion. Pour les jeunes pommiers, c'est plutôt seulement du goutte à goutte pour éviter les asphyxies racinaires. Euh, et par contre, pour des pommiers qui sont plus âgés, on a de la submersion, mais on peut aussi avoir certaines exploitations qui pratiquent l'irrigation au goutte à goutte entre les périodes de submersion. Ensuite, le terroir de l'Or minervois. Donc, le terroir de l'Or minervois, c'est un terroir avec une roche-mère qui sont faites de molasse détritiques. Donc, c'est-à-dire que au niveau géologique, c'est une alternance de marnes tendres, plus ou moins argileuses, avec du grès, qui est une roche qui est plus dure. Euh, donc ça crée dans le paysage une différence en fait d'altitude, et donc une topographie qui est particulière de par cette roche mère. Donc on a, comme on peut voir sur la photo, des collines sèches de grès qu'on peut appeler des mourelles, avec qui sont des collines qui sont non cultivées, avec des pins, de la garrigue. On a aussi des capitelles qui sont des anciens abris, euh, plus souvent pour les bergers à l'époque. Dans les bas-fonds, on a un sol qui est argilo-calcaire, plus ou moins profond, qui est cultivé en vigne. Donc on est sur des rendements qui peuvent varier, mais on peut avoir quand même des très bons rendements à l'origine,
voilà, entre 70 et 90 hectolitres hectare. Les coteaux sont aussi cultivés, comme on peut voir sur la photo du bas. On a des rendements qui sont plutôt autour de 50 hectolitres hectare au maximum, euh, et qui, en année très sèche comme les années précédentes, des rendements qui peuvent bien diminuer. Euh, donc sur le terroir de l'Orminervois, globalement, on a des parcelles qui sont souvent plus petites que sur la plaine, des îlots qui sont plus nombreux, donc un parcellaire pour les exploitations qui est assez éclaté. Euh, L'AOP minervois est cultivée sur les coteaux ou en semi-coteaux, et aussi parfois dans les zones de bas-fond. Ça va dépendre souvent de la roche qui est à l'origine du sol. Euh, et on a de l'IGP Pays d'Oc qui est situé sur les bas-fonds ou sur une zone de colluvion qu'on peut appeler les prades, enfin, qui est appelée en général les prades sur la commune de l'Orminervois. Globalement, c'est un terroir qui est en déprise viticole, et on peut voir par exemple sur la photo du bas une vigne qui a été arrachée certainement à l'hiver précédent. Et on a de plus en plus un phénomène de substitution de la vigne par les céréales ou de l'enfrichement. La plaine du Val de Dagne, elle, est en fait une zone de vallon qui est à fond plat et encaissée entre la montagne d'Alaric et les Corbières occidentales. Donc au nord de la zone, on a le massif calcaire de l'Alaric. Et sur le reste du vallon, on a plutôt une zone qui est marno-calcaire, enfin, où la roche est marno-calcaire à l'est et plutôt marno-graiseuse à l'ouest et au sud. Donc par exemple sur la photo du haut, vous pouvez voir une vue sur le Val de Dagne depuis la montagne d'Alaric. Euh, voilà, donc c'est une zone qui est relativement plate. Euh, on a des coteaux qui entourent le vallon, mais on a également quelques zones avec plus de relief et d'altitude plus importante, euh, parfois, disons, de manière assez morcelée dans le vallon. Euh, donc dans la plaine, on a de l'IGP qui est cultivé, donc sur des sols, puisque ce sont des sols qui sont plus profonds, donc c'est en IGP ou en vin de France, on a entre 60 et 70 hectolitres par hectare. Et en année plus sèche, on peut aller sur des 30 hectolitres hectare de rendement. Le sol est argilo-limoneux, plus ou moins calcaire, profond, à très profond sur colluvion et sur marne. Et on a une zone qui a un sol limono-argileux sur alluvion, plutôt dans la partie plaine entre Mons et Pradelles. Pour le reste, sur les coteaux, on a donc de l'AOC Corbière, avec un type de sol qui est relativement le même, qui est argilo-limoneux, mais qui est beaucoup moins profond. Donc on a des rendements qui sont à l'origine bien inférieurs, et qui peuvent plonger sérieusement en année de sécheresse. Le Val de Dagne, historiquement, est une zone où l'élevage est plus présent et où la vigne a été présente plus tard, plutôt au début du XXe siècle, contrairement à d'autres zones dans la plaine ou dans le Minervois où la vigne s'est étendue plus tôt dans l'histoire. Et aujourd'hui, il y a encore quelques systèmes d'élevage, surtout à l'ouest et au sud du Val de Dagne. Donc, pour étudier un petit peu la- la- le climat et les taux de pluviométrie de la zone d'étude, on peut voir sur ce diagramme ambrothermique à la station de Lézignan-Corbière euh, qu'on a donc entre 91 et 2020 une moyenne de précipitation sur Lézignan-Corbière qui est de presque 680 mm.
Et on peut observer sur ce graphique qu'on a donc un déficit hydrique euh, sur les mois de juin, juillet et août. Donc en fait, le déficit hydrique, comme vous le savez peut-être, c'est un état de stress hydrique qui fragilise les plantes. Euh, donc c'est-à-dire que on a des précipitations qui sont inférieures à l'évapotranspiration des plantes. Euh, on peut voir aussi que la pluviométrie est la plus importante en général autour des mois de octobre et novembre, ce qui peut créer donc voilà, des problèmes en période enfin des difficultés liées aux vendanges, parfois les vendanges qui sont plus tardives. Voilà. Donc en comparaison de Lézignan-Corbière par rapport à d'autres zones du territoire, à Arquette-en-Val, qui est dans le Val de Dagne, on a globalement sur la même période une pluviométrie qui est plus importante, d'environ 100 mm de plus. Euh, Récemment, on a des baisses importantes de pluviométrie sur globalement tout le territoire, du nord du terroir de l'Orminervois jusqu'au sud dans le Val de Dagne. Par exemple, sur Arquette-en-Val, entre 2021 et 2024, on a une pluviométrie qui se situe entre 430 et 620 mm, donc bien inférieure à la période 91-2020, à la moyenne sur cette période-là. Et sur l'Orminervois, on a une pluviométrie, une perte de 100 mm de pluviométrie en 20 ans. Cette sécheresse actuelle, elle est accentuée aussi par des vents asséchants qu'on peut trouver sur la plaine de l'Aude, également dans le Val de Dagne. Et donc depuis 2020, c'est en fait une accumulation d'années de forte sécheresse l'été, des pluies hivernales qui ne permettent pas toujours de renouveler le- l'humidité et d'apporter assez d'eau au sol et donc aux plantes. Et on a des épisodes de coups de chaud en plein été qui font grandement chuter les rendements viticoles. Donc, après avoir étudié le déficit hydrique sur cette zone, on peut voir que ce territoire est un territoire qui a un accès inégal à l'irrigation. L'irrigation, globalement, est très localisée sur les terrasses de l'Aude et sur l'étang de Marseillette. Sur toute la zone, on a environ 15% de la SAU qui est irriguée. C'est une irrigation qui est exclusivement au goutte à goutte pour les bords d'Aude, via les pompes via des pompages individuels ou via des réseaux gérés par les ASA. Euh, les derniers étés, on a pu avoir des prélèvements sur Aude qui étaient soumis à des restrictions. Donc, par exemple, cette année, si je ne me trompe pas, c'était dès le mois de juin où on avait des restrictions sur Aude de 8 heures à 20 heures. C'est-à-dire que l'irrigation ne peut avoir lieu que entre 8 heures euh, entre 8 heures du soir et 8 heures du matin. Euh, les prélèvements pour l'irrigation peuvent avoir lieu sur Aude ou aussi sur le canal du Midi. Et donc, le terroir de l'Orminervois et du Val de Dagne sont des territoires qui sont les deux territoires qui sont sans accès à l'irrigation. On a des prélèvements collectifs comme la ZAD Marseillette, la ZAD de Puy-Chéric-la Redorte ou encore des cumas d'irrigation sur Puy-Chéric. Et également des prélèvements individuels. Euh, voilà. Et donc, les restrictions l'été sont compris entre 30% et 50%. Donc, à présent, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pu observer de l'évolution des systèmes de production dans l'histoire pour arriver en fait à une typologie de système de production que j'ai pu observer aujourd'hui. Donc, on peut se demander quelles ont été les trajectoires d'évolution des exploitations et quels événements impactent encore aujourd'hui les exploitations. Alors,
Globalement, vous le savez peut-être, l'histoire de la viticulture, c'est, un enchaînement en fait de crises viticoles, depuis, le début du XXe siècle, qui sont des crises liées à la surproduction, et on va avoir à chaque fois des voies de sortie de crise pour, les exploitations, qui vont être liées à des voies de sortie de crise, très souvent, hem, gérées en fait par des politiques agricoles. Au niveau national et au niveau aussi, européen. Hem, donc suite à des périodes de surproduction, on a, des périodes d'arrachage et de distillation qui permettent de réduire la production, nationale, et ensuite derrière de faire remonter les prix. Hem, donc les voies de sortie de crise, sont multiples. On a des arrachages, on a de la distillation et on a aussi, une voie qui consiste à, valoriser des vins, à faire reconnaître des vins de qualité supérieure. Donc dès 1951, on a, le VDQS, qui apparaît sur cette zone cette zone, sur le Corbière et sur le Minervois. Donc, les AOP, sont reconnus dès 1985 et l'IGP dès 1987. On a des exploitations qui vont commencer à faire de la bouteille, plutôt dès les années 90-2000, ça se généralise. Ça va permettre d'avoir une meilleure valorisation, bah, des produits et de vendre, le vin, un peu plus cher. Hem Vers 2010, en lien avec cette valorisation-là, on a le développement d'exploitations, qui se certifient en bio. Hem, Globalement sur la zone, ce qui est un peu différent du reste, par exemple des zones d'études, c'est que, on a une restructuration, du vignoble, donc bien sûr dans les années, 70-80 jusqu'à 90 et des périodes de fusion des caves coopératives dans les années, dès les années 90, je enfin même avant, dès les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Hem, sur la zone, dans la période de 2000-2005, on a particulièrement, une grosse crise qui va avoir, comme conséquence, ben, l'arrêt pour, certains viticulteurs, l'arrêt de l'activité viticole, et la reconversion. Donc on va avoir une diminution des actifs, agricoles. Hem, donc on va avoir, en fait différentes stratégies, des exploitations pour, résister aux crises et pour arriver à quand même valoriser, le vin. Donc par exemple, les des caves particulières qui, dans les années 70, faisaient que du vrac, vont par exemple passer en système, 100 coopérateur dans les années 80. Bah, notamment pour toucher, plus facilement des primes à la plantation, pour la sécurité de la vente et aussi pour diminuer les charges de travail liées, à la vinification. Mais d'autres caves particulières vont faire le choix de, rester essentiellement en vrac, et en général d'augmenter leur surface. Donc comme on peut voir, sur ce schéma, on a encore aujourd'hui des caves particulières qui sont à 100 de vrac, et donc en général, c'est des systèmes qui ont eu un accès à l'irrigation, ce qui leur a permis, bah, de s'agrandir et de maintenir, des volumes, assez importants. C'était souvent des exploitations qui avaient aussi les capacités, d'investir et d'augmenter, leur surface, et aussi souvent de renouveler leur cuverie. Donc ça, c'est des caves particulières qu'on va trouver plutôt dans la plaine ou dans l'étang de Marseillette. D'autres caves particulières, vrac vont, choisir, comme je l'ai dit auparavant, de devenir, des coopérateurs, pour plusieurs raisons. Heu et ensuite, ces coopérateurs vont souvent s'agrandir. Globalement, on a une augmentation de la surface et des volumes, par exploitation.
que ça soit pour des caves particulières ou pour des coopérateurs. À peu près jusqu'aux années 2020, on a une augmentation de surface et ensuite on a, récemment avec, les primes d'arrachage et également avec, la crise, viticole actuelle, on a une diminution de la surface, pour essentiellement essayer de baisser les coûts liés, à la charge de personnel, aux charges de salariés ou aux saisonniers. Voilà, donc le type coopérateur, c'est vrai qu'il englobe, ici sur ce schéma, heu, une grande diversité en termes de surface. On peut avoir des coopérateurs, d'une dizaine, d'une vingtaine d'hectares à des coopérateurs qui font jusqu'à, 60 hectares. Hem On va avoir pour des exploitations entre, 30 et 40 hectares, une diversification qui peut être faite, selon les accès ou non à l'irrigation. Donc par exemple, si c'est un coopérateur qui est plutôt situé dans la plaine, il peut avoir accès à de l'irrigation et éventuellement développer, une production d'asperges, voilà, ou une production, d'oliviers. Et si c'est un coopérateur qui, par exemple, n'a pas d'accès, à l'irrigation, on peut avoir une diversification via, la culture des, céréales en sec. Ça peut être le cas aussi également sur la plaine, sur des vignes qui ont subi de l'arrachage définitif ou, ou tout simplement après des vignes, qui ont été arrachées et en attente, de replantation, on va cultiver de la céréale. On peut aussi avoir une diversification, en faisant une entreprise de travaux, agricoles, ou bien des fois on peut avoir, plusieurs diversifications, sur une même, exploitation. Ensuite, donc je vous avais présenté les caves particulières qui font le choix de passer en système coopérateur ou de rester en système vrac. On a aussi des caves particulières qui, dès les années, 90 vont commencer à faire de la bouteille. Donc et qui c'est essentiellement des exploitations qui vont avoir accès à, des coteaux, donc ça peut être, dans le Minervois, ça peut être aussi dans le Val de Dagne, et ça peut aussi se trouver à cheval entre la plaine et les coteaux. On a des exploitations en cave particulière, vrac et bouteille qui, à la fois vont avoir des parcelles sur les coteaux, notamment sur le versant nord de l'Alaric et sur la plaine pour faire plutôt, de l'IGP. Ces caves particulières qui commencent à faire de la bouteille, certaines vont se spécialiser dans la bouteille et vendre, et ne faire plus que de la bouteille. Parfois passer en bio autour des années 2000-2010. Et on a des caves particulières qui, elles, vont continuer à faire du vrac et de la bouteille. Ça va aussi dépendre, voilà, des marchés qui ont été trouvés. Souvent les caves particulières qui ont commencé la bouteille assez tôt, vont avoir, eu le temps, de construire, leur propre marché. Voilà, pour en fait, persister jusqu'à enfin, voilà pourquoi ce sont des systèmes qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui et qu'on observe encore, actuellement. Parmi les caves particulières qui font de la bouteille, on a parfois une diversification, dans le no-tourisme. Donc, voilà, ça peut être des dégustations, ça peut être, des le développement d'une activité, de gîte en parallèle de l'activité viticole. Hem Jusqu'aux années 2025, donc jusqu'à aujourd'hui, on a globalement un prix du vrac qui va diminuer, et des difficultés, liées, à la vente, aux, négociants. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on a des caves particulières qui ont plus tendance à diminuer leur quantité de vrac et à faire plus de volume sur les bouteilles. Heu Enfin, qui tendent à augmenter le pourcentage, de bouteilles et à diminuer le pourcentage de vrac. Toutefois, en gardant un pourcentage de bouteilles autour souvent, bah, de 20, entre 10 et 20, mais très peu, au-delà.
Pour ce qui est des caves particulières qui, elles, avaient fait le choix de passer 100% en bouteille vers les années 2000-2010, ce sont des caves particulières qui aujourd'hui possèdent les deux tiers de leur parcelle sur des coteaux, donc qui ont valorisé, qui ont eu tendance à plus se concentrer sur les coteaux pour valoriser le vin et faire de la bouteille. Aujourd'hui, globalement, sur tous ces types d'exploitation, on a une stratégie qui consiste à diminuer la surface pour essayer de diminuer les coûts de personnel, donc à avoir moins d'employés, moins de salariés, et également parfois pour suite aux primes d'arrachage, certaines parcelles qui étaient assez éloignées de l'exploitation vont être abandonnées, vont être arrachées, pour essayer d'avoir un parcellaire qui est plus groupé, afin de diminuer les charges en termes de déplacement, voilà, de nombre de salariés. Ça va aller dans une même stratégie en fait. Au cours de l'histoire, à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on a un nombre d'exploitants qui va diminuer, des départs en retraite ou bien des arrêts d'activité. Et ces terres-là vont aller à l'agrandissement d'autres exploitations qui sont celles que je viens de vous présenter. Euh, Comme ces exploitations-là vont s'agrandir, en parallèle, on avait ce qu'on appelle des pluriactifs, donc des personnes qui ont une activité salariée ou une activité professionnelle à l'extérieur et qui en plus cultivaient toujours quelques surfaces de vignes, quelques hectares de vignes. Cette pluriactivité, elle va petit à petit diminuer et voilà, plus ou moins disparaître aujourd'hui. On a quelques plus réactifs qui sont encore sur la zone, mais voilà, c'est un fort taux de diminution, puisque bien sûr la rentabilité à l'hectare va diminuer. Donc en fait, au bout d'un moment, ça va parfois devenir plus cher de cultiver quelques hectares. Ça va être plus cher que voilà, ça ne va plus être rentable en fait, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la modélisation économique des différents systèmes de production viticole. Donc, je vous ai expliqué juste auparavant, les différentes stratégies qu'il pouvait y avoir, sur les différents types, d'exploitation. Donc sur cette, diapositive, vous pouvez observer les différents systèmes de production que j'ai identifiés, sur toute la zone d'étude. Donc que ça soit, le terroir de l'Orne-Minervois, la plaine de l'Aude ou le Val de Dagne. Donc on a globalement, je les ai classés entre les coopérateurs et les caves particulières. Donc en fait, tous ces systèmes que j'ai représentés ici, ont des stratégies qui sont différentes en fonction de leurs moyens de production, comme je viens de vous le présenter un peu, durant l'histoire. Donc les moyens de production, ce sont, la terre, donc ça dépend de la zone, où sont ces exploitations. Ça dépend de la main-d'œuvre, donc en fonction du temps de travail à l'hectare qui est alloué à la vigne ou à la diversification, et en fonction également du capital qui est disponible, des bâtiments ou du matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, de par la sécheresse et le contexte économique difficile de la filière viticole, tous ces systèmes sont, la plupart de ces systèmes, disons, sont en mutation. C'est-à-dire on a une mutation qui est assez rapide sur ces 2-3 dernières années. Donc voilà, on a beaucoup de changements, de stratégie, de rapide, diminution de la surface, cultivée, et on a aussi beaucoup une déprise agricole qui s'accentue sur le territoire et en général sur l'intégralité, du territoire, mais bien sûr, bien davantage, sur les zones, qui n'ont pas accès, à l'irrigation. Donc parmi ces systèmes que j'ai identifiés, on peut, repérer donc, des systèmes qui ont accès, à l'irrigation.
Moi, j'ai représenté ici ce que j'ai pu observer. Ce n'est pas toute la diversité, bien sûr, qui existe sur le territoire, mais c'est ce qui m'a semblé être le plus présent. Parmi ces types-là, j'ai choisi de modéliser certains types, qui sont pour moi les types les plus représentatifs, du territoire et pour lesquels je disposais de suffisamment de données économiques et de données techniques pour pouvoir, les modéliser. Hem, voilà. Donc tout d'abord, j'ai choisi de modéliser un système de production, qui serait un coopérateur, qui possède entre 10 et 15 hectares pour, un ETP. Globalement, la surface, de son exploitation, en vigne est située à moitié sur les coteaux et à moitié sur la plaine. Hem Voilà, donc c'est plutôt, un système qui fait le choix de grosses économies de main-d'œuvre, qui essaye en fait de réduire au maximum, sa surface pour, pouvoir cultiver, tout seul, sa surface. Donc qui peut parfois prendre des salariés ou des saisonniers, enfin plutôt des prestataires aussi, de manière très ponctuelle, notamment pour la taille de la vigne. Voilà, mais globalement, c'est un système, qui est vraiment, qui consiste à économiser, au maximum, les charges. Ensuite, j'ai modélisé un système coopérateur entre 25 et 30 hectares pour, 1 ETP. Ce système, il est, à 40 sur les coteaux et donc 60 sur la plaine. Hem Voilà, c'est un système qui, encore une fois, essaye de minimiser les charges, d'exploitation. C'est un système qui possède également, de l'aide familiale quand même. Hem, heu, voilà. Donc ces 2 systèmes-là n'ont pas accès à l'irrigation. Ensuite, j'ai modélisé un coopérateur de entre 30 et 40 hectares, avec, une surface en asperges. Qui peut être comprise à peu près entre 4 et 6 hectares pour 3 ETP. Ce système, il se situe avec, 90 de son vignoble dans la plaine, et un taux d'irrigation de 70 de ses surfaces de vigne. Enfin, 70 de la surface en vigne est irriguée. On a le même système, coopérateur qui existe aussi, mais lui qui ne fait pas de diversification. Ensuite, on a un système coopérateur entre 35 et 45 hectares pour 3 ETP, qui lui fait de la diversification en sec. Donc j'ai compté moi en moyenne dans ma modélisation 35 hectares de céréales. On a souvent en tête de rotation, des légumineuses, donc ça peut être de la luzerne ou du sainfoin, avec, 2 ou 3 ans de, céréales, souvent, bah, du blé tendre ou de l'orge. Ce système-là n'a pas accès, à l'irrigation, c'est pourquoi il y a le choix de la diversification qui est fait, et globalement, c'est un système où on a 80 de plaine, voilà. Ensuite, parmi les caves particulières, j'ai choisi de modéliser une cave particulière qui possédait, heu, pardon, j'ai choisi de modéliser un système qui possédait, donc dans la cave particulière, 25 entre 25 et 40 hectares, de vignes. Pour 4 ETP. Cette fois-ci, tu as un système qui est en cave particulière et qui a 100 de bouteilles. Donc on a en fait, assez logiquement, 80 de la surface en vigne qui est cultivée sur les coteaux. C'est-à-dire que donc on a une valorisation du vin, par la production et bien, d'AOP. Et ensuite, dans les caves particulières, j'ai aussi modélisé un système entre 50 et 70 hectares, pour 3 ou 4 TP avec 20 de bouteilles et 80 de vrac et lui encore une fois 80 de plaine. Enfin, lui à la différence du précédent, 80 de plaine. Hem Et enfin, j'ai modélisé également une cave particulière qui se situe, à 40 dans les coteaux.
avec un 25 de la vigne qui est irriguée. Donc ça, c'est plutôt une grosse cave particulière qui a, 100 à 120 hectares pour 17 ETP. Donc on a un nombre de, salariés sur l'exploitation qui est très important et c'est quand même une cave particulière qui fait 20 de bouteilles. Voilà, donc pardon, donc tous ces types que vous pouvez voir ici avec, la petite pastille rouge, c'est les systèmes de production que j'ai, modélisés et que je vais vous présenter, par la suite. Donc pour modéliser ces systèmes de production, pour chaque système de production, j'ai, calculé des indicateurs économiques. Donc tout d'abord, la valeur ajoutée. J'ai calculé la valeur ajoutée brute en, faisant le produit brut auquel j'ai retiré les consommations intermédiaires. Donc le produit brut, tout simplement, c'est, et bien la vente du vin, que ça soit en cave coopérative, pour des adhérents aux caves coopératives ou que ça soit, en vrac ou en bouteille, pour, des caves particulières. Les consommations intermédiaires, c'est tout ce qui représente, les dépenses de l'exploitation, en termes de produits phyto, d'engrais, voilà, de charges, ça peut être, de charges de gasoil, voilà. Ça ne prend pas en compte dans les consommations intermédiaires, je ne prends pas en compte les charges de salariés. Ça viendra, par la suite. Ensuite, pour calculer la valeur ajoutée nette, donc c'est la formule suivante que vous pouvez voir, la dépréciation du matériel en la dépréciation du capital, pardon, ça représente en fait le coût de l'équipement sur la durée d'utilisation réelle, du matériel. Et enfin, le but, c'est d'arriver ensuite au revenu agricole familial. Donc on obtient ce revenu agricole, en enlevant à la valeur ajoutée nette, les salaires, les charges sociales, tout ce qui est fermage et taxes foncières et ensuite les intérêts du capital et les subventions, agricoles. Vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas d'évaluation de stock et de son impact dans la méthode ici. Car le but, en fait, est de comparer, la richesse qui est créée sur, les systèmes de production. Voilà, donc c'est un peu une richesse, créée, potentielle, si vous voulez, mais c'est pas, en fait, la richesse qui va être, ce n'est pas, en fait, le vin qui va être vendu dans l'année. C'est une richesse globale à l'échelle, exploitation. Donc, en calculant ces indicateurs économiques, j'ai fait une modélisation, des systèmes de production que je vous ai présentés précédemment. Cette modélisation, elle est basée sur des prix de 2024 avec des rendements en année moyenne. Donc vous pouvez voir sur ce graphique la décomposition du produit brut à l'hectare en année moyenne. Donc vous avez en ordonnée, le produit brut par hectare. Hem Et ensuite, en abscisse, vous pouvez voir les différents types et la décomposition du produit brut. Donc en bleu, on a la valeur ajoutée, nette à l'hectare, en rouge, les consommations intermédiaires à l'hectare et en jaune, les dépréciations du capital à l'hectare. Les gouttes, identifient en fait les systèmes qui ont accès à l'irrigation et le taux d'irrigation, de la surface viticole. Donc, grâce à ce graphique, on peut observer que le produit brut, est plus élevé pour les caves particulières. Cela s'explique, de par un prix de vente qui est plus élevé à l'hectolitre pour les caves particulières. Donc voilà, on a les caves particulières qui sont situées ici, sur la droite. Le système, de production, en cave particulière qui a 25 à 40 hectares et 100 bouteilles et je le rappelle encore qui a 2/3 d'AOP. C'est un système qui produit, c'est le système qui produit, la plus haute valeur ajoutée nette, et qui a également des consommations intermédiaires assez élevées. Donc ce qu'on peut voir,
cette grosse, colonne rouge qui représente les consommations intermédiaires à l'hectare. Cela s'explique par des coûts de vinification et des coûts d'embouteillage qui sont très élevés. Bien sûr, comme, la valorisation est 100 en bouteille, c'est cela qui permet d'avoir en fait essentiellement une valeur ajoutée nette, à l'hectare qui est la plus élevée. Le système, en cave particulière, 100-120 hectares irrigués, qu'on trouve ici, lui fait 20 de bouteilles. On a, une valeur ajoutée nette à l'hectare qui est de l'ordre de 3 000 € hectare, 3 000 € par hectare. On a des charges fixes qui sont assez élevées, mais un système qui est très sensible aux variations de prix, puisqu'il produit de gros volumes. Parmi les systèmes, coopérateurs situés sur la gauche, on a le système coopérateur 30-40 hectares irrigués qui fait des asperges, pour lequel on voit que la valeur ajoutée nette en bleu est supérieure à la valeur ajoutée nette du système irrigué qui ne fait pas d'asperges. Bon, c'est assez logique parce que au niveau de là, je vous ai mis la valeur ajoutée nette par hectare de l'asperge, qui est très importante, qui est de plus de 12 000 € hectare. J'ai oublié de mettre l'hectare sur la diapositive. Euh, et à la différence, on a la vigne plus l'asperge qui a une valeur ajoutée nette à l'hectare de 5 500. Donc ça, c'est parce qu'on a une surface de vigne qui est bien, bien plus importante que l'asperge. C'est pourquoi, si je puis dire, la valeur ajoutée nette à l'hectare de l'asperge est un peu noyée dans celui de la vigne. Euh, voilà, donc on voit vraiment une différence voilà, et un avantage en termes de valeur ajoutée pour le système qui fait des asperges. Euh, le système de production coopérateur 35-45 hectares en diversification sec, pardon, possède une valeur ajoutée nette à l'hectare total qui est de 1 450 € à l'hectare. Donc évidemment, c'est bien inférieur au système qui est irrigué. Il faut savoir qu'on a des rendements de céréales, bien sûr, là, qui sont relativement faibles, puisqu'on tourne autour de entre 20 et 30 quintaux hectares. Je rappelle que ce sont des systèmes où la céréale est cultivée sur des sols qui sont assez pauvres, comparés à des sols de céréales, bien sûr, où on a des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Donc voilà, ça va être des zones de bas-fond, des zones de plaine qu'on peut trouver dans le Minervois, donc sur le terroir de l'Or Minervois, mais aussi sur le Val de Dagne. Voilà, donc c'est un système de diversification sec qu'on peut observer sur les deux zones à la fois. Euh, voilà, donc globalement, on peut voir que l'irrigation et la diversification permettent d'avoir des valeurs ajoutées plus élevées. La troisième étape, donc, Euh, dans la troisième étape de modélisation technico-économique, on a l'étape qui consiste à calculer le revenu agricole familial par actif familial. Donc ici, on est toujours sur une modélisation qui est basée sur des prix 2024 avec des rendements en année moyenne. Donc je rappelle que ce qui est représenté ici, ce n'est pas une exploitation, mais bien un système de production. Donc voilà, on est sur en fait un nombre de données que j'ai pu avoir où je me suis je- j'ai pris des données qui me semblaient assez moyennes pour modéliser un système et non pas une exploitation en particulier. Euh, donc on peut voir ici en ordonnée le revenu agricole familial après MSA par actif. Et en abscisse, la surface agricole utile cultivée en vigne par actif familial. Euh, donc, qu'est-ce que le revenu agricole familial par actif familial? C'est la formule que je vous ai présentée auparavant, donc ici. Donc, à la valeur ajoutée nette, on va soustraire les salaires, les charges sociales, les intérêts, les subventions.
Hem, Pas dans le revenu, disons, pardon, dans les actifs, familiaux, l'aide familiale, ponctuelle est assez difficile à prendre en compte, mais c'est important de l'avoir en tête que l'aide familiale est assez importante sur, certains types, d'exploitation et en particulier sur des systèmes, en fait, sur les systèmes qu'on peut voir sur la partie, gauche, du graphique. C'est-à-dire, tous les systèmes qui ont des surfaces relativement, moyennes et voilà, qui se situent au maximum jusqu'à, 70 hectares. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus la pente est élevée pour les droites, plus la valeur ajoutée à l'hectare va être élevée. Donc on va avoir en fait des grosses variations selon les surfaces qu'on va prendre en compte dans la modélisation. Donc on a un système ici sur ce graphique qui se différencie des autres. C'est le système de production pour un type de coopérateur, qui a entre 100 et 120 hectares. Donc c'est une grande surface. Cette différence, eh bien s'explique par le fait qu'on a une charge de main-d'œuvre salariée, qui est très élevée. C'est-à-dire qu'on a un système qui se rapproche plutôt d'un système patronal que d'un système d'exploitation familiale. Donc puisqu'on a en fait dû enlever à la valeur ajoutée nette, on a dû enlever, les charges salariales et les salaires. C'est ce qui explique, le revenu, agricole qui est assez faible pour l'actif familial. Ensuite, on a des charges fixes qui sont élevées, donc en termes de matériel. On a parfois, du leasing sur ce type d'exploitation, qui permet d'être sûr d'avoir du matériel qui est opérationnel pour tous les salariés. On a donc aussi un système qui est très, comment dire? Qui possède en fait beaucoup de matériel de manière générale, et donc c'est ce qui pèse, en termes de dépréciation du capital sur le revenu. Il faut savoir qu'on a aussi une grande variabilité selon le pourcentage de bouteilles qui est produit sur, l'exploitation et aussi une grande, variabilité en fonction du prix de vente des, bouteilles. Voilà, donc c'est juste pour indiquer que le revenu qui est présent ici voilà, est vraiment issu d'une modélisation et n'est pas généralisable non plus à tous les systèmes, comme celui-là. Mais ça explique vraiment, qu'on a un système plutôt patronal qui est très différent des autres systèmes ici, sur la gauche. Je rappelle que ce système, de grande surface, c'est un système où on a 25 de la surface, en vigne qui est irriguée. Et donc, c'est un système qui, a accès à de l'irrigation, notamment via l'Aude. Voilà. Donc ici, ensuite, j'ai fait un petit zoom sur les revenus avec des surfaces moyennes, enfin avec des revenus sur les revenus pour les systèmes qui possèdent des surfaces moyennes. Donc on peut observer que le système de production, en cave coopérative, entre qui a 25-40 hectares, qui a entre 25 et 40 hectares et 100 bouteilles, on a un revenu agricole on a un revenu agricole familial par actif qui est très élevé. Hem Donc ça s'explique par, une forte valorisation, du vin et il faut savoir que cette forte valorisation de la bouteille et le fait de produire, l'entièreté du vin sous forme de bouteille, c'est aussi possible car ce sont des systèmes qui ont commencé en fait qui ont commencé à créer de la bouteille, assez tôt dans les années 90-2000 comme, j'ai pu le dire, auparavant. Il faut savoir il faut aussi prendre en compte les coûts de commercialisation, qui pourraient éventuellement faire varier et faire diminuer le revenu. Les coûts de commercialisation sont assez difficiles, à chiffrer, et ils représentent en fait, tous les déplacements pour les ventes sur les salons par exemple ou encore, les livraisons. Voilà, c'est des chiffres qui sont assez difficiles à obtenir et et même aux viticulteurs qui sont assez durs à à avoir en tête. Voilà, c'est pourquoi il faut juste,
Savoir que voilà, le revenu agricole qu'on observe là est pas forcément le revenu de tous les exploitations qui font 100% en bouteille, et qu'on voit bien que c'est un revenu qui est assez variable en fonction de la surface, puisque quand on prend les deux points ici, on est situé entre, voilà, entre à peu près euh, une douzaine d'hectares jusqu'à à peu près 20 hectares. Donc voilà, on a une grande marge d'augmentation du revenu entre ces deux points pour la surface. Ensuite, pour le système coopérateur 30-40 hectares plein irrigué plus asperges, on peut voir qu'on a un revenu agricole qui est supérieur au système, bien sûr, qui ne fait que de la vigne. Donc c'est la courbe ici qui est en orange. Ça s'explique par, bien sûr, par euh, une augmentation du revenu par l'asperge, tout simplement. Et donc, c'est encore une fois un système qui a accès à l'irrigation dans la plaine. Enfin, le système coopérateur 35-45 hectares avec une diversification en sec, qui est donc la ligne, la droite, pardon, la droite marron se trouve ici. Donc il faut savoir qu'on est sur un système avec à peu près 35 hectares de céréales, deux actifs familiaux et un actif temporaire. Donc ça représente des charges assez élevées puisqu'on a un actif temporaire en plus et deux actifs familiaux. Donc c'est ce qui fait que par rapport à un système de 25-40 hectares ou de 30-40 hectares, on a, euh, on a pour une surface plus élevée, on a davantage d'actifs familiaux et d'actifs en général sur l'exploitation. Euh, le revenu peut être une partie de revenu est augmentée est augmentée par les primes PAC pour les céréales. Et également, c'est intéressant de savoir qu'on a parfois aussi des entreprises agricoles qui sont, euh, qui sont en plus de l'exploitation, qui ont été montées par l'exploitant pour amortir le matériel des céréales et générer du revenu en plus. Donc, c'est pas non plus ici pris en compte par le calcul actuel. Ceci dit, ça nous permet d'avoir un peu une vision des richesses potentielles produites par ces différents systèmes. Et on peut bien sûr voir que l'accès à l'irrigation et la diversification permettent de générer un peu plus de revenus. Donc, je me centre ici sur la diversification comme je viens de le dire, qui fait augmenter le revenu, mais qui a également des contraintes. C'est-à-dire qu'on a différentes stratégies de diversification qui sont en fonction d'abord de l'accès à l'irrigation ou non, que ce soit pour les asperges ou pour les oliviers. Et c'est ça en fait qui va déterminer la surface cultivable. Donc c'est vrai qu'on peut avoir de l'asperge cultivée en zone de plaine, si on a un accès sur le canal du Midi ou un accès à l'irrigation sur Aude, et par exemple un viticulteur du Val de d'Agne qui voudrait cultiver, de l'asperge, n'aurait pas la possibilité de faire des surfaces aussi importantes qu'un viticulteur qui est en plaine et qui a l'irrigation, bien sûr, parce que du coup, il sera contraint, par exemple, d'irriguer ses asperges avec une cuve, mais donc voilà, pour quelques hectares, pour 1 ou 2 hectares d'asperges, c'est un type, c'est une pratique en fait que j'ai pu observer pendant mes enquêtes. Voilà, donc c'est juste pour identifier que ça existe, mais que ça contraint du coup à réduire la surface d'asperges par rapport à celui qui a de l'irrigation. Ensuite, selon les étages agroécologiques qui sont disponibles, selon les types de sols, selon l'accessibilité des parcelles, on va pouvoir faire voilà, différentes diversifications. Euh, donc, par exemple, à l'origine, les céréales étaient plus cultivées dans la plaine, puisque c'est des sols qui sont plus riches.
Donc c'est des céréales, les zones, enfin, on a des céréales qui sont plus productives dans la plaine que dans le Minervois, par exemple. Mais aujourd'hui, avec la dynamique d'arrachage, on a une potentielle valorisation de ces surfaces arrachées dans le Minervois, donc via les céréales. Comme on peut voir sur cette photo, on a une parcelle de céréales devant une parcelle de vigne sur leur Minervois. Euh, Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, c'est des rendements qui sont relativement faibles, mais qui peuvent permettre de diversifier, enfin de créer un peu de revenus sur des zones qui sont non cultivées en vigne. Ensuite, pour faire de la diversification, bien sûr, il faut aussi des investissements dans du matériel agricole, dans l'achat des plants, dans l'entretien du matériel ou encore dans l'utilisation de produits phyto. Donc souvent, cette diversification, elle va être réfléchie en fonction de la reprise de l'exploitation qui va être envisagée à l'avenir. Euh, Ensuite, cette diversification nécessite aussi une nouvelle organisation du travail. Bien sûr, c'est une hausse du temps de travail. On a des nouvelles tâches qui sont à intégrer dans le calendrier de travail. Donc, par exemple, pour le cas de l'asperge, c'est une culture qui s'intègre assez bien dans le calendrier de la vigne parce que ça demande du travail, surtout pendant 2 mois, 2 mois et demi sur la période entre avril et mai, donc au printemps. Toutefois, ça demande beaucoup de travail tous les jours pour aller ramasser les asperges. Donc voilà, donc potentiellement une embauche de salariés, de saisonniers ou de l'aide familiale. La diversification dépend aussi du marché et de la demande, internationale ou plus locale. Par exemple, sur leur Minervois, la SCIC Graines Équitable, s'est installée dans l'ancienne distillerie, permet à des adhérents viticulteurs ou à des retraités de valoriser des céréales en bio. Cependant, pour avoir une certaine rentabilité sur ces surfaces de céréales à faible rendement, ça nécessite bien sûr d'avoir quand même des surfaces assez importantes en céréales. Voilà, donc c'est pas forcément donné à tous les viticulteurs et c'est un choix qui est fait voilà, en fonction de la demande locale pour le coup. Ensuite, on a aussi des parcelles qui peuvent être recherchées par des éleveurs. Sur le Minervois, ça va être souvent des éleveurs de Lozère ou de l'Aveyron. Pour le Val de Dagne, ça peut être des éleveurs qui sont plutôt situés sur le plateau de la Campe. Euh, Toutefois, c'est souvent aussi des échanges, euh, disons des contrats éleveurs où l'éleveur euh, entretient en fait la parcelle du viticulteur, mais il n'y a pas forcément de réelle rémunération sur l'entretien de ces parcelles-là. Euh, En ce qui concerne l'asperge en vente directe, on a parfois de la vente directe donc qui est possible dans le Val de Dagne, j'ai pu l'observer, mais également dans la plaine de l'Aude. Toutefois, ça reste un marché qui est assez limité localement et voilà, tous les viticulteurs, bien sûr, ne peuvent pas se mettre à faire de l'asperge. Ça peut être intéressant quand même pour notamment de la vente directe aux particuliers ou de la vente via des restaurants. Et enfin, le no-tourisme, c'est aussi une voie de diversification qui peut être choisie par les exploitants. Ça demande encore une fois une charge de travail importante et qui est souvent très saisonnière, qui est centrée sur la période été, qui est parfois une période assez chargée, enfin qui est en général en fait une période assez chargée pour les viticulteurs. Et voilà. Et donc encore une fois, c'est pas possible sur toutes les exploitations. Ensuite, j'ai fait en fait un test de sensibilité à la baisse de rendement, donc en prenant des rendements plutôt correspondant à l'année 2024. Donc, ce qui va permettre de faire un test pour voir les potentielles évolutions, enfin, pour voir, pardon, comment se comporte le revenu agricole familial par actif familial suite à une baisse de rendement importante. Euh, donc,
On peut voir qu'on a globalement une chute de tous les systèmes de production, une chute du revenu pour tous les systèmes. Euh, le type cave particulière sur grande surface de plus de 100 hectares est encore une fois le type qui est le plus touché en fait par la baisse de rendement, étant donné qu'il a beaucoup de charges fixes et de nombreux salariés. On a donc une forte sensibilité à la baisse de rendement. Euh, les types coopérateurs et caves particulières de plus petite surface sont un peu les moins touchés. Le système vigne irrigué plus asperge est en fait le moins sensible. C'est le système qu'on peut voir en orange et qui est en fait juste en dessous du SMIC. On ne voit pas très bien. Euh, donc, évidemment, c'est le revenu de l'asperge qui compense celui de la vigne, euh, sans grande, euh, sans grande surprise. Ici, j'ai fait l'hypothèse que l'asperge n'était pas impactée par la sécheresse car elle est irriguée et récoltée au printemps. Donc en théorie, c'est une culture qui va plutôt résister. On peut voir que le type de coopérateur 10-15 hectares, qui est celui qui est en rose clair, qui est juste en dessous ici, c'est un des systèmes coopérateurs enfin un des systèmes tout court qui est le moins sensible, car en fait il a peu de charges fixes. Toutefois, il faut avoir conscience que c'est un système qui, qui, qui quand même génère assez peu de revenus de manière générale, même en période de bon rendement, mais qui est basé sur le fait de limiter au maximum les investissements et les charges. Donc pour conclure, globalement, on peut dire que la filière viticole, bien sûr, est touchée par une crise qui est couplée actuellement à d'importantes baisses de rendement ces dernières années à cause du changement climatique. Donc ça a pour conséquence une forte déprise agricole du territoire que j'ai étudié. Euh, on- on- Bien sûr, on a les arrachages de l'hiver 2024 qui expliquent cela et on peut se demander bien sûr si l'hiver 2025 euh, sera aussi une période d'arrachage définitif. Euh, Cette crise viticole, bien sûr, impacte fortement l'économie des exploitations. Euh, On a de nouvelles pratiques culturelles qui ont pu être observées et qui sont choisies par les exploitants. Par exemple, la fertilisation foliaire, de plus en plus, qui est un peu là pour compenser en fait euh, le, la faible incorporation, enfin, pour compenser le fait qu'en fait les engrais sont très mal incorporés au sol et donc très mal assimilés par la plante, étant donné que les sols sont très secs l'été et qu'on a des engrais qui soient organiques ou minéraux qui sont parfois mal dégradés dans le sol. On a également la pratique de la taille rase qui peut permettre de limiter les charges de salariés. Cependant, la taille rase, c'est pas une pratique qui peut être faite partout. C'est plutôt une pratique qui est conseillée sur des sols relativement riches et plus souvent sur des sols irrigués. Sinon, on peut avoir euh, une baisse de rendement, les, une forte baisse de rendement les années qui suivent la taille rase. Euh, on a des nouvelles pratiques en termes de pratiques commerciales, donc de la vente directe qui essaye d'être de plus en plus faite par les exploitants. Ça peut être pour de la vente de la bouteille, pour les asperges. Euh, on a parfois un mixte entre des surfaces qui sont enfin, qui sont données en coopérative avec le contrat adhérent et la cave particulière. Donc, plus récemment, c'est des caves particulières en fait qui
qui, face à la crise viticole, préfèrent donner une partie de leur vigne, une partie de leur vendange à la cave coopérative. Euh, et on a aussi des nouvelles pratiques économiques, des travaux qui sont de plus en plus faits en prestation, et de plus en plus d'économies qui sont faites, bien sûr, au niveau de la main-d'œuvre. On peut se demander si ces pratiques sont durables dans le temps ou si elles sont juste temporaires. En tout cas, si elles sont initiées, si elles sont de plus en plus choisies par les exploitants, c'est bien qu'elles permettent aussi de faire survivre, on peut dire, des fois certains types d'exploitation. Mais elles peuvent aussi relativement se généraliser et être une solution à certaines crises. Je pense par exemple aux travaux en prestation qui en fait voilà, se font de plus en plus et sont assez généralisés maintenant. Euh, En termes de diversification, j'ai pu observer la diversification sur plusieurs types d'exploitation. C'est une diversification en fait qui permet de trouver bien sûr d'autres sources de revenus que celui de la vigne. Donc asperges, céréales, des oliviers qui sont plantés assez récemment, de par en fait l'apparition de grands investisseurs dans l'olive, hein, sur l'Aude. Euh, on a aussi une diversification en entreprises agricoles ou en œnotourisme. Euh, Ces diversifications, comme on a pu le voir, elles nécessitent de l'irrigation, même si parfois elle peut être minime, elle est quand même nécessaire pour les oliviers pour avoir des rendements intéressants et elle est nécessaire pour l'asperge. Euh, Enfin, on a bien sûr une nécessité de trouver des solutions à la déprise agricole et au risque incendie, comme on a pu le voir cet été avec le gros incendie qui a touché en fait juste la zone sud-est de cette zone d'études où j'ai pu effectuer ce travail. Euh, on a sur la zone d'études plusieurs projets d'irrigation collectif qui animent de nombreuses attentes. Donc on a des projets de retenue hivernale contre les incendies avec des volumes éventuellement mobilisables pour l'irrigation. Euh, on a le projet de la ZA de l'Or Minervois. On peut se demander également s'il y a d'autres sources d'eau qui pourraient être utilisées, de l'eau de récupération des eaux usées, de l'eau de récupération qui pourrait venir éventuellement de, la récupération via les toits des bâtiments. Voilà, c'est des solutions qui peuvent être réfléchies et qui aujourd'hui animent de nombreuses attentes. Et on peut se demander si plus prochainement, on aura peut-être d'autres formes de soutien aux exploitations qui pourront se mettre en place, notamment en termes de politique agricole. Voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà, je prends les questions et les remarques. Vous pouvez vous adresser à Marianne Fraisse, à la Chambre régionale d'agriculture, dans le pôle eau climat, ou encore à Ariane de Groot.